Alors bonsoir mesdames et messieurs, je vous remercie déjà de participer à cette séance d'information et questions-réponses. Je souhaite d'abord resituer le contexte historique de ces deux plans de quartier, rue de Fribourg et avenue Reller. C'est issu de 3 échecs consécutifs qu'ont connu la municipalité et le conseil communal, qui avait approuvé en 2013, 2015-2017 3 plans partiels d'affectation successifs: le château de l'Aile, parc du Rivage, le plan de quartier avenue de Savoie, le plan de quartier de la cour aux marchandises à l'avenue Reller. Et la municipalité, suite à ce dernier échec, qui était peut-être le plus marquant en termes d'aménagement du territoire, s'est rendu compte qu'il fallait absolument qu'elle revoie ses outils de planification. On avait un règlement de la police des constructions qui était obsolète, qui était assez pratique pour l'office d'urbanisme à l'époque, puisqu'il avait permettait une marge de manœuvre importante, mais on s'est rendu compte qu'il était plus adapté et qu'il fallait absolument qu'à un moment donné, le conseil communal et la population par là, en cas de référendum, puisse s'exprimer clairement et revoir complètement cet outil. Alors on décide effectivement de remettre à jour le plan directeur communal, de réviser le plan général d'affectation, de mettre en suspens les planifications réglementaires qui étaient en chantier, jusqu'à l'adoption de ce qu'on appelle un concept directeur, qui était un premier volet du plan directeur communal. Et, ce concept directeur a été ensuite validé par le conseil communal. On peut préciser aussi également qu'on a instauré sur plan dessus ce qu'on appelle une zone réservée, à savoir qu'il s'agissait effectivement de mettre au frigo les projets qui étaient en cours jusqu'à ce que soit adopté ce concept directeur. Ce concept directeur est adopté en 2019 et c'est là que redémarrent les 2 projets qui avaient été mis en suspens de plan d'affectation Nestlé, puisqu'ils peuvent se baser à ce moment-là sur le concept directeur qui est adopté par le conseil communal. Et en collaboration évidemment avec la municipalité, Nestlé reprend ses travaux, quelque chose qui est compatible avec la nouvelle vision qu'on a en matière d'urbanisme. En décembre 2020, les 2 plans d'affectation passent à l'examen préalable dans les services cantonaux. En mars 2021, on finalise ces 2 plans d'affectation suite aux remarques des services cantonaux et on arrive aujourd'hui à cette étape qui est celle de la mise à l'enquête des plans d'affectation, raison pour laquelle nous avons souhaité faire cette séance d'information et de questions-réponses. Ce que je peux dire encore par important en préambule, c'est que quels sont les objectifs généraux de cette démarche, en particulier de ces plans d'affectation. C'est de densifier les centres urbains pour éviter un mitage du territoire. C'est de lutter évidemment contre la pénurie de logements, qui est un problème endémique dans la région. Rappelez que le taux de vacances sur la Riviera est de 1,27%, ce qui est évidemment un problème. Certainement, beaucoup d'entre vous sont confrontés aussi à la difficulté de trouver des logements. Et il faut effectivement que la commune veuille jouer un rôle en la matière. Il y a aussi la volonté dans le cadre de ce projet, dans la conception qu'on a vue de plan d'affectation, mettre des garde-fous de telle sorte qu'on puisse aussi, par là, avoir un projet qui soit exemplaire et qu'on puisse lutter contre le réchauffement climatique et favoriser la biodiversité en ville. On verra après pourquoi, certainement, dans les questions, on peut dire que ce projet, de son point de vue-là, est exemplaire. Et puis, il y a le recours aussi aux mobilités douces et aux transports en commun, d'optimiser la répartition du stationnement, parce qu'on souhaite effectivement sortir la voiture d'une certaine zone qui sont plutôt dévolues aux piétons pour la mettre à l'extérieur du quartier. Vous le verrez dans la vidéo qu'on va vous présenter après. Et puis, il s'agit aussi d'une mesure qui est importante pour la municipalité, elle y tient depuis un certain nombre d'années, c'est de favoriser l'installation d'activités et commerces de proximité, puisque par le canal des bonus à la construction, la municipalité, la commune va pouvoir acquérir un certain nombre de surfaces commerciales qu'elle pourra mettre en location à des prix abordables qui permettent à ces commerces de proximité d'en vivre. Et donc par là, évidemment, animer les rez-de-chaussée avec des locaux qui sont accessibles au public. De manière générale, il s'agit de faire un projet qui
qui représente un intérêt non seulement pour les gens qui vont habiter ces futurs immeubles, mais aussi qui représente un intérêt qui valorise le quartier en général et vous qui certainement êtes habités à proximité de ces futurs projets. Voilà, je suis arrivé au terme de cette présentation. On va maintenant pouvoir vous rentrer dans le vif du sujet en vous présentant une vidéo qui résume au fond ce que sont ces deux plans d'affectation. Description des plans d'affectation. Les deux plans d'affectation, avenue Reller et rue de Fribourg, sont situés dans le quartier de Plan-Dessus. Leur morphologie en îlot et la hauteur maximale des constructions sont définies en tenant compte du plan en damier du quartier et du contexte bâti existant. Le PA avenue Reller autorisera un maximum de 12 300 m² de surface de plancher déterminante, dont au minimum 8 500 consacrés au logement et au minimum 1050 dévolus aux activités. En forme d'îlot, il sera constitué d'expressions architecturales différentes, et présentera, principalement sur l'avenue Reller, un rez-de-chaussée vivant et animé dédié au commerce de proximité. Le PA rue de Fribourg autorisera un maximum de 30 200 m² de surface de plancher déterminante, dont au minimum 20 500 consacrés au logement et au minimum 2 500 dévolus aux activités. Aménagé en deux îlots, il comportera une rue interne et un espace emblématique à l'extrémité nord, les deux accessibles aux habitants du quartier. Le chemin vert sera élargi et requalifié avec la plantation de nouveaux arbres et des aménagements propices à la mobilité douce. La tête nord, surélevée, aura une fonction d'identification urbaine et pourra accueillir également des activités aux étages. Les rez-de-chaussée donnant sur la rue de Fribourg seront dédiés au commerce de proximité et à la vie de quartier. Résumé et point fort. Les deux plans d'affectation mis à l'enquête s'intègrent dans le bâti existant et respectent les nouvelles réglementations en vigueur. En plus, ils proposent des gains pour la collectivité publique résultant de contreparties, telles que création de 90 places de stationnement en ouvrage, accessibles au public, servant à libérer et requalifier les espaces publics et les cœurs d'îlots dans le quartier de Plan-Dessus. Cession gratuite à la ville de plus de 300 m² de surface de plein pied. Limitation des loyers à 200 francs le mètre-carré par an pour la moitié des arcades commerciales à créer. Très haute performance énergétique et d'intégration écologique en lien avec les objectifs de la société à 2000 watts. Ces projets sont donc exemplaires du point de vue urbanistique, social et énergétique. En conclusion, ils permettront de limiter la pénurie de logements en ville de Vevey et augmenteront l'attractivité du quartier de Plan-Dessus. Voilà, merci. Voilà, vous avez vu cette présentation. J'ai oublié peut-être de me présenter en préambule quand même. Hein. Et on va faire un tour de table maintenant. Jérôme Christen, donc municipal en charge de l'urbanisme et des espaces publics. Vous allez pouvoir poser des questions. C'est bien quand vous le faites de préciser, si possible, à qui vous voulez poser la question. Et pour savoir à qui vous allez poser la question, maintenant, on va faire un petit tour de table pour que vous sachiez qui nous sommes, qui est là, à qui vous pouvez poser des questions. En commençant par M. Goujon. Alors, Gilles Giraud, collaborateur à la direction de l'urbanisme, de la mobilité et du développement durable. Alors, Julien Ken, chef du service urbanisme, mobilité et développement durable. Bonsoir, Gérard Bourman, Nestlé, responsable des bâtiments pour Nestlé en Suisse. Bonsoir, Jean-Daniel Ricli, responsable du bureau Esplanade Aménagement à Lausanne, auteur de la proposition d'urbanisme. Bonsoir, Pedro de Aragao, ingénieur en mobilité,
du bureau Team Plus, mandataire de Nestlé pour cette étude. Voilà, on a fait un petit peu le tour. Maintenant, on attend vos questions. S'il n'y a pas tout de suite des questions qui arrivent, on peut peut-être donner quelques informations. Je ne sais pas s'il y a peut-être des précisions à apporter en attendant que les premières questions viennent. Je pense que ce serait peut-être pas mal de revenir sur les avantages de ce projet pour la collectivité publique. Alors on a parlé notamment de la question du logement. On vit une crise du logement et c'est important qu'on puisse créer des logements et si possible au centre-ville, de plus est sur des parcelles qui sont déjà construites. Ça c'est important de le dire. On n'est pas en train de construire sur des espaces verts. C'est des espaces qui sont déjà construits, qui vont être densifiés, mais avec un certain nombre d'avantages pour la collectivité publique, notamment en termes d'espaces verts. Alors, je ne sais pas si quelqu'un souhaite s'exprimer sur cette question des espaces verts. Peut-être passer la parole Alors, oui, porteur de projet. Volontiers. Donc, peut-être aussi dans quel cadre pour Nestlé s'inscrivent ces projets de plan d'affectation. En étant en fait dans la ville de Vevey, vous avez pu sûrement constater les différents projets qu'on a menés à bien ces dernières années, que ce soit sur le site d'Andeville, avec la construction de nouveaux bâtiments en 2016, ou actuellement la rénovation du siège historique en fait de Nestlé en Bergère à Vevey, avec le bâtiment Burkhardt & Partner qui a été construit en 1977. Ces projets en fait ont plusieurs objectifs, notamment en fait c'est clair, remettre au goût du jour ces bâtiments qui avaient pour le bâtiment de Bergère 40 ans, donc les remettre en fait aux normes énergétiques en allant très loin. Sur le site de Bergère, ça fait depuis 1959 qu'on refroidit en fait l'ensemble du bâtiment et des data centers avec l'eau du lac, mais là en fait on a ajouté aussi la partie chauffage avec des pompes à chaleur. Une technologie maîtrisée depuis, ce n'était pas forcément le cas en 1959. Donc aujourd'hui, on vise vraiment des bâtiments à très haute performance énergétique sur le site de Vevey et aussi à la Tour de Paix. Le dernier bâtiment a été construit sur les mêmes principes avec un pompage d'eau du lac pour à la fois la chaleur en fait, et le froid. En faisant ça, ça nous a aussi permis, en fait, en faisant ces rénovations, de concentrer nos différentes entités qui, au cours du temps, avaient été dispersées, on va dire, sur plusieurs sites, pour des raisons plus opportunistiques, quand on avait pu racheter, que ce soit le bâtiment en fait, qu'on appelle les Reins de Rinceau-Ormont, Orior, ou le bâtiment de Geta-Romont. Et c'est clair que ça ne présentait pas que des avantages pour les entités qui étaient, on va dire, disséminées sur ces sites. Donc, avec ces rénovations, on a pu, et ces investissements conséquents, ramener en fait toutes nos personnes sur 2 sites principaux sur la Riviera, que sont Entre-deux-Villes et Bergère. Du coup, se posait la question de ces 2 grandes parcelles que nous avons, principalement celle de Plan-Dessus, ex-Klausfelder, très grande parcelle, et aussi celle de Reller 2, donc ex-Geta-Romont. Et c'est dans cet esprit en fait qu'on a démarré ces plans d'affectation en 2014 déjà, avec depuis le début une volonté aussi de collaborer avec la commune et d'amener en fait des bénéfices, que ce soit en termes de LUP, que ce soit en termes en fait, de requalification des espaces avec des cœurs d'îlots végétalisés, avec un dialogue à la rue en fait, qui permet d'améliorer aussi la qualité et aussi de pouvoir, comme l'a dit M. Christen, diminuer le nombre de places de parc en voirie et de passer ces places de parc en souterrain en ouvrage afin d'augmenter la qualité de vie en fait, de l'ensemble du quartier. Donc je pense qu'on pourra revenir à prendre des questions en fait, sur l'ensemble de ces éléments, mais pour nous, c'était vraiment important de pouvoir collaborer. Donc on a en fait toute une série de bénéfices qui sont quelque part qui font partie de ce projet, qui ont été discutés avec la commune et qui ont fait depuis l'objet d'une convention. Très bien, merci. On a une première question. On nous demande est-ce qu'on pourrait préciser combien de nouveaux habitants sont attendus. Alors, c'est entre 570 et 870 habitants. Il faut savoir que les plans de quartier, les plans d'affectation représentent une possibilité qui est offerte de réaliser un projet en fonction des surfaces brutes de plancher qui ont été définies. Et puis, il y a un périmètre d'évolution. Et donc, c'est vrai que quand on regarde les images, on se pose la question. Souvent, on se dit, mais c'est bizarre, ça ressemble peut-être à un carton à chaussures. Pas du tout.
C'est pas ça, c'est simplement, ça représente juste le volume dans lequel le projet doit s'inscrire et qui correspond toujours à une surface brute de plancher qui est supérieure en réalité à ce que le propriétaire va pouvoir réaliser. Il va devoir se calquer sur la surface brute de plancher qui sont accordées dans un volume un peu plus important. Alors combien il y a d'habitants à Plan-Dessus actuellement, puisqu'on nous demande le pourcentage de nouveaux habitants que ça représente? Je ne sais pas si quelqu'un a cette réponse. On n'a jamais fait d'évaluation, mais on ne sait pas. Est-ce que ça représente, puisqu'on parle de cadran, est-ce que ça représente grosso modo, on ne peut pas dire un quart de la ville, parce que ce n'est pas le quartier le plus dense, hein, même s'il est assez dense, mais en même temps, il est moins dense que Plan-Dessous, me semble-t-il, mais ça c'est difficile à dire. Mais en gros, ça doit être quand même, qu'est-ce qu'on va dire, 5-6 000 habitants. Ça me paraît un ordre de grandeur, quoi, juste. Alors, on nous fait remarquer aussi que j'ai mentionné que ces projets vont renforcer l'attractivité du quartier. En quoi ce quartier dynamique n'est pas attractif? Alors, faut savoir qu'évidemment, depuis que Nestlé a quitté ces quartiers, on peut dire, hein, ces immeubles sont quasiment vides. Je crois que vous pouvez me dire peut-être, M. Baumann, actuellement, quelle est la situation de ces immeubles qui se situent à la Mureller et à la rue de Fribourg? Tout à fait. Donc, l'immeuble en fait de Plan-Dessus, donc ex-Klausfelder, est désormais vide depuis 2 semaines et ne sera pas en fait réutilisé, donc va rester vacant. Par contre, l'immeuble de ex-Jetta-Remont actuellement est dans une situation temporaire. Il n'y a pas en fait d'employés Nestlé dans ce bâtiment, mais on a quelque part loué à un prix extrêmement bas ces surfaces pour que ce soit de coworking space de Mélanie Burnier, donc, ou pour dépanner des architectes de l'ex-usine Infray qui sont en train de refaire leur bureau. Mais de nouveau, c'est quelque chose de courte durée. Et puis le bâtiment, donc ex-Orior ou Rinceau-Ormont, donc RELER 1, celui-ci sera vide en fait au printemps prochain. Donc, au fond, voilà, il faut à un moment donné faire le choix de l'affectation de ces parcelles qui sont déjà construites. L'objectif du propriétaire, c'est-à-dire réaliser du logement. On a prévu une part d'activité aussi importante, en particulier en rez-de-chaussée, puisqu'on souhaite effectivement faire vivre ces rez-de-chaussée. Et puis, alors pour la dynamique pour les habitants du quartier, c'est qu'il y aura des espaces verts à l'intérieur de ces îlots. Une arborisation aussi à l'extérieur, et puis on veut surtout avoir des rez-de-chaussée qui sont interactifs. C'est pas question de mettre effectivement des bureaux au rez-de-chaussée, mais vraiment des surfaces commerciales, voire ça peut être aussi des types d'activités d'intérêt public, hein. On pourrait même imaginer par exemple une unité d'accueil pour écoliers s'il y a une nécessité d'avoir une affectation de ce type en fonction des besoins de la commune. Bon, alors ce quartier, oui, il est déjà attractif, bien sûr, il est déjà attractif, mais c'est vrai que si on ne fait rien sur ces parcelles, eh bien, ça sera des friches. Évidemment, ça n'a pas d'intérêt vraiment pour la collectivité dès lors qu'on doit, si possible, avoir une utilisation rationnelle du territoire déjà construit. La politique stationnement en voirie, est-ce qu'elle va changer? Actuellement, 2 heures macarons, est-ce qu'on doit s'attendre à des horodateurs, conservation des macarons? Non, elle ne va pas changer. Je crois qu'il faut être clair. Le statut, un certain nombre de places de parc en surface vont, à terme, de manière générale, puisque ces 2 projets s'inscrivent dans un cadre d'un aménagement complet du secteur, on souhaite supprimer les véhicules qui sont notamment dans les cœurs d'îlots. Si on songe par exemple à celui qui se trouve, qui fait c'est la rue de... Attendez, où il y a le Café de l'Avenir, on a le cadran, je sais plus... Fribourg-Tilleul. Voilà, tout ce qui est entre le Café de l'Avenir et le chemin vert. Eh bien, là, on souhaite effectivement supprimer un certain nombre de places de parc et ces voitures pourront accéder dans un parking qui se trouvera dans le projet qui se situe à la rue de Fribourg. Et il y aura effectivement une 70aine de places de parc qui seront à disposition de la ville. C'est ce que nous avons négocié avec Nestec. Et on va pouvoir revaloriser des espaces publics en proposant des places de parc, mais qui seront à l'extérieur du quartier pour revaloriser les rues et les rendre plus agréables pour les piétons. Et c'est un des d'ailleurs points forts aussi de ce projet,
en termes d'urbanisme, c'est de pouvoir rendre ces quartiers de manière générale plus conviviaux en concentrant le stationnement en bordure de quartier. Alors voilà, puis les macarons, oui, effectivement, les macarons, ça va pas changer. Je sais que j'ai eu quelques remarques encore hier sur la problématique des macarons. Des gens, visiblement, qui disposent d'un macaron, sont frustrés parce qu'ils n'arrivent pas à trouver des places de parc. Alors ça, j'ai enregistré la demande. On va voir avec ASR si on a, à un moment donné, peut-être attribué un petit peu trop de macarons, ce qui fait qu'il y a saturation. Mais évidemment, avec ce projet, ça va permettre de créer un petit espace supplémentaire, l'espace supplémentaire pour le parquage. Pour ce qui est de la végétalisation des toitures ou des façades font partie de ces projets, oui. Alors, je ne sais pas qui veut répondre sur cette question. Je peux commencer peut-être, après passer la parole à M. Ricli. Donc oui, il y a une volonté en fait d'utiliser toutes les toitures, non seulement pour donner l'espace, donner l'accès aux habitants, également de les rendre en fait végétalisés, d'accueillir en fait des installations solaires. Et du coup, en fait, la question qui se posait, qu'on s'est posée, c'était de dire mais est-ce qu'on veut encore laisser des installations techniques de ventilation quand on parle de projets maintenant Minergie ou même SIA 2040 ou Société 2000 watts, il y a aussi nécessité en fait de ventiler les bâtiments. Et là, on s'est rendu compte en fait que ces installations techniques n'avaient pas forcément de raison en fait en toiture. Non seulement c'est pas très beau pour l'ensemble du projet, pour les voisins qui pourraient voir les toitures, et ce n'était plus compatible aussi avec cette volonté d'une part de végétaliser, d'utiliser ces toitures pour les panneaux solaires et également donner accès. Voilà, sur les façades même, ça pourrait venir au stade du projet, mais aujourd'hui, je dirais, il n'y a pas de contrainte sur cette partie-là. Monsieur Ricli, vous voulez compléter ? Oui, volontiers sur la question des toitures. Donc, effectivement, sur ces toitures, il y a une volonté extrêmement marquée de végétaliser les toitures. Dans la réglementation, on parle de 60% des surfaces. Et on parle aussi, dans cette réglementation, d'avoir une accessibilité, disons, aux personnes qui habitent dans les immeubles sur la toiture. Donc, il y a à la fois une vocation écologique de la toiture et c'est aussi, il y a cette dimension espace on va dire de rencontre ou espace convivial au niveau de la toiture. Alors, on est conscient que la technique prend de la place, on est parfaitement conscient, mais disons que tel que le projet est fait, il y a une part contrainte de la technique et une volonté manifeste d'avoir un espace vert et une partie d'espace de rencontre en toiture. Merci. Donc, je dirais que si on a des préoccupations sur l'aménagement de l'espace de la rue ou de l'espace de la cour, on a la même préoccupation au niveau de l'utilisation des toitures. Alors, je crois que la question suivante, je peux la prendre, on continue. Donc, quelqu'un qui pose la question d'en savoir plus sur les aspects énergétiques, en plus d'utiliser le lac comme source de chaleur froide. Alors en fait, quand j'ai parlé avant d'utiliser le lac comme source de chaleur froide, ça c'est pour les bâtiments en fait de bergères. Là, on se situe quand même un petit peu loin en fait du lac. Ces bâtiments en fait dans le quartier de Plan-Dessus seront connectés au chauffage à distance qui se trouve en fait à Gilamont. Donc ça c'est pour la partie chaud. Et en fait, dans des bâtiments d'habitation, il n'y a pas en fait de nécessité aujourd'hui en fait d'avoir des machines de froid ou du froid, en tout cas de manière importante là-dessus. Donc, je ne pense pas que ce sont des bâtiments qui vont générer des besoins au froid particuliers. Monsieur Ricli, quelque chose, non? Bon. Puis sur la question d'utiliser le lac comme source de chaleur froide, alors ça c'est un projet, je crois, qui est dans les tiroirs de la direction de l'architecture des infrastructures. Je ne saurais pas en dire plus, mais je sais qu'effectivement, c'est dans le tuyau. La municipalité souhaite, au vu du succès remporté par le chauffage à distance à bois, qui se trouve dans le secteur des Tevers, à l'endroit où il y a le stand de tir de Gilamont, eh bien, effectivement, on a beaucoup de succès. Ça, c'est vraiment une belle réussite. Et donc, la municipalité souhaite développer à terme un autre projet de chauffage à distance, mais en utilisant l'eau du lac comme source de chaleur. Pour le moment, il n'y a pas d'autres questions. C'est vrai que j'ai peut-être une pression par rapport aux places de parc. Je ne peux pas vous inquiéter. Donc,
on ne va pas supprimer beaucoup de places de parc. Hein. Je veux dire, le but, c'est effectivement, il y a cet apport de 70 places de parc dans le projet. Et pour le moment, il y en a, je dirais, je sais pas, c'est une douzaine qu'on supprimerait pour ceux qui se retrouvent dans ce cœur d'îlot entre Avenue de Fribourg et le Café de l'Avenir. Et puis peut-être qu'effectivement, il y a possibilité, en particulier dans entre le Café de l'Avenir et la place Robin, on pourrait imaginer, c'est un projet qui ont des tuyaux de la municipalité, de supprimer ce petit tronçon au trafic, ce qui fait qu'on supprime un certain nombre de places de parc, mais en réalité, voilà, ça ne va pas être des quantités de places de parc. Le but, c'est plutôt de réguler et de tenir compte des besoins. On essaie d'évoluer avec les besoins, si possible, évidemment, puisqu'on est dans un secteur proche de la gare, avec un réseau de transport public extrêmement efficace. L'objectif est petit à petit d'encourager les gens à avoir recours au transport public plutôt que les véhicules motorisés, mais évidemment que dès lors que des gens ont des macarons, il faut quand même qu'on puisse répondre à une prestation qu'ils paient. Voilà, ça me paraît important de le dire, et j'ai bien entendu le message que j'ai reçu ces derniers jours à ce sujet. Donc peut-être pour compléter ce point, M. Christen, là on a parlé en fait des places de parc qui seront à disposition du quartier, que ce soit pour les habitants avec une suppression de places en voirie ou pour les projets en fait à venir, tels que le projet de l'avenir, où on aimerait éviter de devoir créer en fait un sous-sol avec des places de parc, des trémies juste pour quelques places de parc. L'avantage en fait des deux parcelles Nestlé aujourd'hui, c'est qu'elles sont en périphérie, donc elles ne sont pas au cœur de l'îlot, ce qui permet en fait d'éviter d'amener ce trafic en fait en cœur du dispositif. Donc ça c'est une chose. Par contre, pour les places même en lien avec les projets d'habitation et en fait de commerce, la commune, on va dire, après des discussions aussi qu'on a eues avec la commission d'aménagement du territoire, a été en fait très ambitieuse, mais c'est clair, très en ligne aussi avec ce qui se passe aujourd'hui en ville, pour réduire en fait la place de la voiture. Donc on n'a que 40% en fait de la norme VSS pour en fait la partie habitation et que 20% en fait pour la partie commerce. Donc c'est clair qu'on se situe en fait très bas, mais en fait voilà, ce seront les conditions aussi avec lesquelles on doit composer dans ces projets. Alors, la question des jardins familiaux. Alors non, les espaces sont quand même restreints. Il n'y a pas de jardins familiaux prévus. On est vraiment en zone urbaine. Il y a vous savez, des jardins familiaux à Gilles-Amont. Je suis conscient qu'il y a une demande assez forte. Par contre, ce qui est vrai qu'il se développe, c'est un certain nombre de projets de permaculture, en collaboration avec Permaculture Riviera. Et donc, voilà, c'est essentiellement ces possibilités qui existent. Toutefois, il y a des jardins familiaux qui sont possibles en terrasse, terrasse végétalisée, voilà. Enfin, c'est une politique qui existe. Ce qu'on peut dire aussi à propos de la population, voilà, 6 000 habitants pour Plan-Dessus avec une augmentation de 500, c'est la question des infrastructures collectives, écoles, crèches. Alors oui, évidemment, je pense que vous ignorez pas que le projet de construction de collèges de Coppet à Gilles-Amont est en suspens, dire qu'il est un petit peu au frigo. C'est aussi la nouvelle municipalité qui devra se déterminer sur le choix qu'elle fera, à savoir est-ce qu'elle poursuit en adaptant, puisqu'au fond on pourrait très bien adapter le concept directeur, c'est ce que disent les instances cantonales, c'est que au fond, pourquoi est-ce qu'on a été retoqué au tribunal fédéral? Ça, c'est vrai qu'expliquer d'abord, c'est parce qu'on n'avait pas une planification qui était au point et qui était validée par le conseil communal. Alors, ce que disent les instances cantonales, c'est dès lors que vous avez réalisé un concept directeur qui est un document qui s'approche quasiment d'un plan directeur communal, il faut juste qu'on le complète, qu'on l'adapte, pour qu'il soit ensuite validé par le conseil communal, et après on pourrait relancer le projet de construction de collège. Maintenant, il n'est pas exclu que la municipalité qui va entrer en fonction au 1er juillet fasse une autre appréciation et décide de préserver cette parcelle et peut-être de densifier ailleurs les établissements scolaires, par exemple à Kratzer ou dans d'autres endroits. Alors maintenant, vous me direz, si le projet Nestec, d'abord, il va mettre quelques années avant qu'on puisse l'inaugurer, hein, voilà. Mais c'est sûr que nous devons anticiper. Aujourd'hui, on est presque à saturation dans les écoles. Tout le monde est scolarisé, il n'y a pas de souci.
Mais quand même, c'est vrai que la perspective de création de nouveaux logements, on doit en tenir compte. Et, en attendant, j'ai envie de dire, ce sera, si vraiment on est dans une situation où le projet Nestec a abouti et où le projet de collège n'est pas encore réalisé, densification, de création de classes n'est pas réalisé, eh bien on trouvera des solutions de type de celles qu'on a trouvées quand le collège des Creusets, la toiture a brûlé. Il y a des pavillons qui ont été installés sur la terrasse du Sige, au bord du lac. Et, en tout cas, c'est vrai que même si c'est une solution provisoire et qui est peut-être discutable sur le plan esthétique et qui vraiment ne peut être que transitoire, eh bien, les élèves qui ont pu être scolarisés à ces endroits-là ont eu beaucoup de plaisir. En tout cas, les retours ont été bons. Donc, c'est vraiment une scolarisation qui est tout à fait convenable. Évidemment, ça pose des problèmes d'organisation qui sont assez complexes pour le corps enseignant. Et c'est sûr que ça doit être que du provisoire, mais voilà, la municipalité est consciente de ce problème-là. Elle trouvera des solutions pour scolariser ses élèves. Évidemment, également pour les crèches, au fur et à mesure que le nombre d'habitants progresse, il faut prévoir les infrastructures crèches également. On pourrait très bien, tout à fait comme ça a été dit tout à l'heure, imaginer qu'il y en ait une en rez-de-chaussée, si ce n'est qu'on souhaite quand même aussi avoir plutôt des surfaces commerciales. Aménagement extérieur, tout gazon intensif ou pas, ça permet déjà de dire que dans les cœurs d'îlots, ce sera des plantations d'arbres pleine terre. Ça, c'est important parce que c'est vrai que c'est une exigence qu'on a eue près de Nestec et qui va permettre une belle végétalisation. Maintenant, pour ce qui est du gazon, on ne va pas tellement dans cette direction-là, mais enfin, peut-être juste encore un point, mais je passerai la parole à M. Ricli. Donc, vous avez peut-être vu sur l'infographie que la parcelle de Plonsieux, Klausfelder, en fait, a été morcelée, vu la taille, en fait, en 2 îlots, qui permet donc d'offrir 2 cœurs d'îlots, mais aussi une rue entre ces 2 îlots, qui sera aussi clairement végétalisée, et encore un dispositif de tête vers l'église catholique, tout au nord, en direction des stades de Coppet, et qu'il y a un accord aussi avec la ville, en fait, pour que le projet d'aménagement extérieur soit développé ensemble, avec un droit de regard de la ville. Mais clairement, aujourd'hui, on n'est pas du tout dans une tendance d'intensif, tout au contraire d'extensif. Je passe la parole à M. Ricli, qui peut compléter sur les exigences en termes d'arborisation. Oui, volontiers. Je crois que c'est une des qualités du projet. On a parlé de réchauffement climatique, on a parlé culture du sol. Il y a une volonté extrêmement claire de la part des autorités de faire en sorte que le maximum de terrain soit en pleine terre, et dans toute la conception du quartier, dans la mesure où il y a une utilisation par exemple de stationnement, ces éléments-là sont localisés sur les constructions, et il y a une volonté manifeste de dégager tous les cœurs d'îlots. Ces cœurs d'îlots, c'est des cœurs où, en tout cas sur la base réglementaire, la biodiversité doit être favorisée, les plantations d'essence locales également. Il y a des notions, si ce n'est pas des arbres ornementaux, c'est des vergers, mais toute la réglementation est mise en place de telle manière qu'il y a à la fois une végétation et à la fois des plantations qui sont dans l'intérêt des personnes qui habitent dans le quartier. Donc l'aspect végétal, prairie, c'est un élément extrêmement important de ce projet, en tout cas un élément qui a été très fortement défendu par les autorités et le service d'urbanisme de la commune. Merci, M. Ricli. Il y a une question qui concerne la participation de la population au stade où on en est aujourd'hui. Donc clairement, dans une mise à l'enquête, en fait, tout un chacun peut s'exprimer. Mais je pense qu'il faudrait rappeler, peut-être M. Christen vous le ferez mieux que moi, ou M. Ken, c'est en fait l'origine avec le processus participatif en fait, qui a mené à cette nouvelle planification. Oui, très bien, merci. Effectivement, M. Christen a rappelé tout à l'heure l'historique des différents projets qui se sont faits en parallèle dès le moment où le dernier référendum a fait l'effet d'un électrochoc auprès de la municipalité. Clairement, il y avait un reproche, il n'y avait pas de vision globale et surtout l'absence de prise en compte de l'avis de tout à chacun. Donc on a très bien compris le message dans cet aspect-là, car on a organisé beaucoup de démarches participatives. Peut-être avez-vous participé à certaines balades urbaines où dans le cadre de la réalisation du concept directeur, donc la vision globale de l'aménagement du territoire pour la commune,
on a organisé des démarches où on a fait des tours de quartier avec des habitants et on a fait après des comptes rendus, des discussions, des questions-réponses autour de cartes, des ateliers. Donc ces démarches participatives ont eu lieu pendant une année. Il y a eu diverses balades urbaines. Et dans ce cadre-là, certaines ambitions, certains objectifs ont été énumérés par la population et on en tient compte ici par la force des choses dans le cadre de la planification qui sont aujourd'hui en mise à l'enquête publique. Il faut savoir également une chose, c'est qu'en parallèle, on a réalisé ce qu'on appelle une planification sectorielle, le plan d'affectation nord-ouest pour tout le secteur du quartier qui englobe Plan Dessus, Les Creusets, Gilles-Lamont, tout ce secteur. Et c'est aussi le fruit d'une démarche participative et les projets sont cohérents entre eux, ils ont été faits ensemble et c'est des projets qui sont devant vous. Enfin, peut-être que vous pouvez consulter, ce ne sont pas des exceptions au plan général, au contraire, ils ont été largement coordonnés. Et c'est ce fruit de cette démarche participative qui est devant vous. Par exemple, les cœurs d'îlots, on en a parlé tout à l'heure, la pleine terre, c'est clairement des choses qui sont ressorties des démarches participatives. La diversité architecturale aussi. Certains ont pointé du doigt, par exemple, les moulins, où on a une unité architecturale qui est trop importante, trop importante. Les cœurs d'îlots également sont très, très pauvres, très faibles. Voilà, il faut aussi annoncer qu'il y a eu des erreurs, à mon sens. Et l'idée, c'est de reproduire ces erreurs. Et les gens nous l'ont fait vraiment comprendre. Et on a entendu le message et on essaie de ne pas reproduire ces problèmes dans le cadre de ces plans d'affectation. Ça répond aussi à la question que posait Fancy Créature là, à propos du quartier convivial presque villageois dont il ou elle craint qu'au fond le quartier perde son âme. Alors effectivement, on a voulu quand même quelque chose qui soit relativement perméable pour qu'il y ait des passages possibles et puis qu'il soit convivial aussi au niveau de l'arborisation et de ce qui s'y passe dans les rez-de-chaussée. Il faut qu'effectivement on évite d'avoir des bâtiments de type de ceux qu'on a à rue de Fribourg où on n'a pas d'activité au rez-de-chaussée. Et puis ça répond aussi à la question des attentes de la population exprimées lors du référendum de la cour à marchandises qu'a évoqué M. Kane. Ce sont effectivement des critiques qui avaient surgi à l'époque au moment de ce projet, dont on a tenu compte. Et ce projet a été élaboré en collaboration avec la commission d'aménagement du territoire, dans laquelle sont représentés des représentants de toutes les mouvances politiques, y compris des référendaires de l'époque du projet cour aux marchandises. Il y a eu une participation, enfin des échanges beaucoup plus importants. C'était la lacune effectivement du projet cour aux marchandises qui a permis de déboucher sur ce projet aujourd'hui qui, de notre point de vue, répond aux attentes effectivement de la population. Peut-être si j'ose compléter, en termes donc de processus, aujourd'hui on est au stade du plan d'affectation, de la mise à l'enquête du plan d'affectation, où la population peut déjà s'exprimer. Il faut se rappeler qu'aujourd'hui on est sur, je dirais, des règles constructives, des questions en fait de gabarit, de profondeur, de hauteur, avec un volume qui est montré en fait sur l'infographie. Ce volume ne sera pas utilisé en totalité, c'est pour laisser la liberté d'expression à l'architecte qui va développer le projet, de pouvoir créer en fait des différences de niveau d'étage entre les différents corps de bâtiments, des césures, des coupures entre les bâtiments, pour retrouver en fait la typicité de l'architecture qu'on peut rencontrer à Plan Dessus et qui est le résultat en fait historique de bâtiments qui n'ont pas été créés en fait au même moment. Il y a des règles très strictes aussi en termes de longueur de façade, où on ne peut pas en fait justement retrouver cette monotonie qui a été décriée sur le projet des moulins. Par rapport aussi aux critiques qui avaient pu être soulevées contre le projet de la cour aux marchandises, le problème en fait c'est que le parking sur ces projets était en rez-de-chaussée, ce qui faisait du coup des transitions qui étaient très froides ou très dures avec la rue. Il n'y avait pas d'interactivité. Donc il y a beaucoup de points en fait qui ont été corrigés ou pris en compte en fait dans ces projets-là
avec aussi beaucoup plus de végétalisation, cette question aussi des cœurs d'îlots en pleine terre. Donc on peut dire que nous, on a senti vraiment que la municipalité a appris et tiré les leçons en fait, de la cour aux marchandises. Voilà, il n'y a plus de nouvelles questions. Je ne sais pas si c'est un aspect... On revient sur... Oui, peut-être un complément, parce que ça a été dit, mais je pense qu'il faut beaucoup insister dans la volonté de la commune pour mettre en place ces deux propositions. Il y a une volonté que les projets soient perméables. C'est-à-dire qu'il y a des îlots extérieurs, il y a des passages sur l'intérieur, et il y a un espace commun dans l'espace intérieur. Ce n'est pas du tout des îlots qui sont fermés, c'est des îlots qui sont ouverts sur la rue. Alors la perméabilité, c'est peut-être de l'ordre du passage, ou c'est de l'ordre d'un rez-de-chaussée relativement dégagé. On a parlé d'attractivité des rez-de-chaussée, donc il y a cet effort à la fois d'attractivité et de perméabilité. Et je pense que c'est un élément important. Et puis, ça a été dit, mais là aussi, il faut insister quand même aussi très fortement, c'est que dans le plan, il y a des mécanismes extrêmement rigoureux pour que s'il y a, disons, de par le sous-sol, il y a une unité de fonctionnement, puis c'est du stationnement, il y a la pleine terre, il y a un appel à la diversité de projets par des mécanismes, ce qui a été rappelé tout à l'heure, de longueur de façade. Et il y a cette volonté manifeste que ce soit un projet qui soit développé par partie. Et l'unité, ça sera à l'ensemble de ces parties réalisées. Donc c'est à la fois la perméabilité vers l'intérieur et la diversité. C'était en tout cas le souhait et la demande de la part du service de l'urbanisme. Ouais, je crois qu'on tire aussi les leçons, M. Kane l'a dit avant, des moulins de la Veuvez, hein, où on se rend compte, en discutant notamment avec l'association de quartier de la place Robin, on se demande souvent s'il y a une relation entre le Plan Dessus, la partie historique de Plan Dessus, et puis ces moulins de la Veuvez, et puis on se rend compte que c'est pas vraiment, parce que c'est pas assez perméable, et donc c'est un petit peu... C'est peut-être excessif de dire que c'est un quartier dortoir, mais quand même, c'est vrai que alors petit à petit, je pense que ça va prendre forme, parce que quand même à la rue des Moulins, il y a des commerces qui ont vu le jour, et petit à petit, peut-être les gens fréquentent ces commerces. Mais il faut absolument qu'on ait dans ces secteurs-là effectivement une perméabilité, et puis visuellement, comme ça a été dit aussi par M. Kane, c'est important d'insister là-dessus, qu'il y ait une diversité dans les constructions. Et pas une uniformisation comme on a eu malheureusement sur les moulins de la Veuvez, qui ne sont pas, à mon avis, c'est pas une mauvaise réalisation, mais enfin, ça donne une impression de quelque chose de massif avec une architecture uniforme. Voilà. C'est ce qu'on va éviter avec les projets Nestec. Si vous permettez, oui, M. Hagao. En revenant sur la référence à la cour aux marchandises, je crois que c'est intéressant aussi de rappeler qu'il y a un grand changement dans l'approche. À l'époque, quand la cour aux marchandises avait été planifiée, je crois pour 850 habitants, on avait au moins 500 places de parc, probablement plus, peut-être 600 places de parc. Aujourd'hui, avec un nombre d'habitants qui pourrait arriver, comme on a dit tout à l'heure, on a 800 et quelques habitants, pour les deux plans de quartier bien sûr, on aura à peine 200 places de parc. Donc on a une approche complètement différente aussi dans ce domaine-là. Merci. La question suivante concerne les loyers de ces logements. Bon, c'est clair que c'est un petit peu prématuré, mais je pense qu'il est bon de rappeler à ce stade, c'est que ces projets pour les deux plans d'affectation vont en fait créer 20% de LUP, de logements d'utilité publique, sur l'ensemble en fait du résidentiel. Et il y a une volonté de la ville que ces 20% de LUP soient réalisés à 3/4 en fait sous forme de loyer abordable et 1/4 sous forme de loyer modéré. C'est clair pour autant que le moment venu, le canton et le conseil communal octroient aussi l'aide à la pierre pour cette partie-là. Si ça ne devait être le cas, la partie en fait en loyer modéré serait reversée dans les loyers abordables. Donc on aurait 20% de loyer abordable. Le reste en fait du logement sera sur le marché libre. Mais clairement, en fait, on est dans un quartier où ce ne sera pas, je dirais, des immeubles de grand luxe. Ce n'est pas du tout la vocation, le type du quartier. Et aussi, vu le nombre de logements que ça fait, je veux dire,
je pense qu'il c'est pas du tout voilà, je pense qu'il faut pas craindre en fait des loyers en fait extrêmement élevés. Ils seront totalement en relation en fait avec le quartier. Aujourd'hui, c'est peut-être bon aussi de préciser que Nestlé en fait ne sera pas porteur du projet. Nestlé porte en fait ses plans d'affectation jusqu'au moment où ils seront validés, ils entreront en force. Mais Nestlé n'a pas vocation après de construire en fait ces parcelles elles-mêmes. Ces parcelles seront mises en vente et pourront probablement ou très certainement attirer des intéressés de type caisse de pension. On a vu que les retraites populaires dans le quartier sont déjà sur un projet. Donc c'est plutôt de ce côté-là en fait que les questions le moment venu se porteront par rapport en fait aux développeurs du projet. Ici vraiment on est au stade du plan d'affectation. Après il y a encore toute une étape qui concerne en fait le développement du projet architectural, et à ce moment-là la population par ailleurs aura de nouveau la possibilité de se prononcer. Alors, l'apport à l'économie locale de ces projets, alors évidemment, qui dit nouveaux habitants dit forcément nouveaux consommateurs qui peuvent profiter évidemment aux commerces locaux, aux petits commerces de la vieille ville, certainement, mais aussi surtout des commerces du quartier qui existent déjà, puisque les surfaces commerciales qui s'installeront au Ré ne suffiront évidemment pas. Nous pourrons proposer une palette de telle sorte que ce serait un quartier, deux quartiers qui vivraient, deux bâtiments qui vivraient en autonomie. Pas du tout. Je veux dire, ça va évidemment profiter au commerce qui existe déjà. Et puis, alors, ça aussi un intérêt pour, par exemple, un petit autre exemple, c'est les institutions culturelles de cette ville, parce qu'évidemment, qui dit plus d'habitants, dit des gens qui vont fréquenter les différentes, l'offre culturelle que propose la ville. Et donc, c'est des gens qui permettent, de manière modeste, il faut reconnaître, mais quand même qui peuvent permettre une meilleure, pas rentabilité, mais enfin un meilleur usage des institutions qui existent déjà, augmentation de la fréquentation du théâtre, réduction, une meilleure fréquentation, réduction des déficits du théâtre, puisque c'est pris en charge par les collectivités publiques pour d'autres théâtres aussi, que celui des Trois Quarts, celui du bout du monde, enfin l'oriental, toute cette offre culturelle profite de manière générale des nouveaux habitants qui s'installent à cet endroit-là. Alors, le bois, effectivement, c'est une question d'actualité après ce qui s'est passé au Mormont. Du bois plutôt que du béton. Ça, c'est un peu trop tôt pour le dire, mais je crois qu'effectivement, il faudra peut-être... Alors, clairement, quand on commence à parler de SIA 2040, de Société 2000 watts, c'est clair qu'il y aura aussi des contraintes qui vont venir, en fait, en lien. Et le bilan, en fait, des matériaux mis en œuvre pour ces constructions fait partie, en fait, de ces labels. Donc, une construction qui s'appuierait 100% sur du béton, je pense qu'aujourd'hui, ce serait pas, en fait... n'arriverait pas à obtenir le label. Donc maintenant, ce sera quand même des constructions de grande hauteur. Donc en tout cas, les sous-sols, ce sera du béton. Maintenant, on voit de plus en plus des architectes qui essayent en fait de porter la construction bois sur des immeubles de plus en plus hauts. Donc c'est une bonne remarque, et c'est clair que c'est non seulement meilleur pour l'environnement, mais c'est également en fait très intéressant pour le constructeur. C'est des matériaux, quand on travaille avec des matériaux bois, c'est des matériaux secs. Il y a beaucoup moins de phases en fait de mise en œuvre. Il y a beaucoup plus aussi de pré-construction qui peut se faire en atelier ou en usine. Donc plus rapide, et puis moins de matériaux à mettre en œuvre. On peut laisser aussi des matériaux bruts beaucoup plus facilement que du béton. Donc ça, c'est intéressant. Après, il ne faut pas oublier aussi qu'avec ces constructions, on doit jouer sur l'inertie, capturer du froid la nuit pour le restituer la journée. Et la contraire, en fait, du chaud la journée pour la nuit. Donc il faut aussi des matériaux de l'inertie. Donc le bois n'est pas forcément le meilleur matériau pour ça. Donc il faut souvent en fait jouer avec un savant mélange en fait des différents matériaux. Je ne sais pas si vous voulez, M. Riclé, ajouter quelque chose là-dessus. Non, je crois que c'est difficile, puisque je dirais que nous, on intervient au stade de la planification et de l'organisation, disons, du bâti dans l'espace. Mais si je peux juste rajouter quelque chose, entre Nestlé et Ville de Vevey, il y a une volonté d'exemplarité en matière énergétique. Et maintenant, on parle de bois, on parle de construction, donc que ça soit du côté de la commune ou disons, de Nestlé actuellement, il y a cette volonté, disons, d'être exemplaire.
Donc on est bien au début d'un processus. Nous, on est dans une phase de planification. À un moment donné, il y aura des constructeurs, on sera dans des projets de construction. Donc ça m'étonnerait beaucoup que la préoccupation d'aujourd'hui soit perdue en cours de route. Donc, elle va arriver naturellement. Oui, je crois. Oui, la ville de Vevey, label Or, Cité de l'énergie, c'est une préoccupation constante. Ce label, d'ailleurs, on va très prochainement... c'est d'ici 1 ou 2 mois, passer l'audit pour renouveler ce label. Et en tout cas, toutes les actions de la ville de ces dernières années, même plus que ça, vont dans cette direction. Il faut trouver effectivement les bonnes formules, comme ça a été dit. On ne peut pas faire de fondation en bois, hein, ça n'existe pas. Par contre, c'est vrai qu'on tombe dans cette direction-là. Il y a une évolution naturelle, j'ai envie de dire, et que la municipalité soutient. Les appartements protégés, et ces appartements protégés sont prévus pour la diversité et la mixité sociale. Alors, aujourd'hui, la demande de la commune, comme j'ai expliqué, sur les 20% des LUP, c'est de répartir ces LUP en loyer abordable et loyer modéré. Il n'y a pas de demande aujourd'hui d'appartements protégés, mais si ça fait sens au moment de la construction pour le porteur du projet, rien ne l'empêche. Hein. Je veux dire, aujourd'hui, c'est une demande minimale de faire 20%. Maintenant, si ça répond en fait à un besoin, et il y a aussi en fait, je dirais, un intérêt pour le porteur du projet, c'est tout à fait possible. Non, c'est vrai que la Fondation Beau Séjour est intéressée à développer ce type de projet. En particulier, il y a des questions sur la parcelle de la Providence. Ou dans d'autres secteurs aussi. C'est une collaboration constante entre la commune et la Fondation Beau Séjour qui s'emploie à répondre à la demande en la matière. Donc, c'est vrai que là, au stade de la planification, on n'a pas estimé que c'était nécessaire de poser cette exigence, mais comme ça a été dit par M. Baumann, ça reste totalement ouvert. Peut-être en attendant la prochaine question, vu qu'il y avait pas mal de questions sur l'énergie, on peut peut-être préciser que les demandes de la commune sont tout à fait en lien avec sa politique ambitieuse et responsable, je veux dire, sur le sujet, à tel point en fait que le canton nous a signalé qu'elle allait presque trop loin et qu'en fait les demandes de la commune devaient être réglées au moyen d'une convention, mais ne pouvaient pas être réglées uniquement par les documents du plan d'affectation. Donc c'est ce qui a été fait suite à ça, vu que la municipalité, sa commission énergétique tenait en fait à conserver cette exigence, même si elle allait au-delà des exigences du canton, pour donner droit au bonus énergétique de 5%. Donc ça a été conventionné. Mais peut-être... Monsieur Aragao, je ne sais pas si vous dire quelques mots sur... on n'a pas abordé la question du trafic qui va être généré et comment est-ce qu'on entend gérer ça. Enfin, quelles sont les conséquences? Est-ce que... Voilà, je ne sais pas si vous dire quelques mots là-dessus. Il y a effectivement quelque chose d'intéressant à dire à ce propos, parce que ce n'est pas tous les jours qu'on est contraint par des projets qui sont aussi faiblement générateurs de trafic, sinon quasiment nuls par rapport à la situation préalable. Sur la parcelle 331, on a à peu près 300 places de parc liées au nombre important d'emplois qu'il y avait dans ces bâtiments de Nestlé. Sur la parcelle Reller, je crois qu'il y a 100 places de parc en souterrain, et les nouveaux projets qui vont remplacer les bâtiments existants auront beaucoup moins de places de parc. Donc ça, c'est déjà quelque chose d'extrêmement intéressant, nettement moins de places de parc, et en plus, plutôt une affectation habitation, donc des places de parc qui auront un taux de rotation plus faible que le taux des places de parc normalement dévolues à des employés. Donc, nombre de places de parc inférieur et taux de rotation inférieur, ça fait que les deux projets n'induiront pas plus de trafic, au contraire, que les bâtiments qui existent aujourd'hui au moment où ils étaient occupés complètement par les activités de Nestlé. Très bien. Je pense que vous pouvez continuer avec la question suivante, M. Ragao. Quelqu'un souhaite savoir d'en savoir plus sur la mobilité voiture, vélo, piéton. Donc si vous voulez peut-être faire le panorama de l'offre en fait en stationnement, mais aussi 2 roues.
Donc la question relative à la mobilité, davantage. Alors effectivement, la volonté de la commune et les projets de Nestlé contribuent largement à cela, est de réduire la pression de la voiture dans ce quartier et par la requalification de la voirie, d'avoir une plus grande attractivité, notamment pour la mobilité douce. Aujourd'hui, le quartier de Plan-Dessus est en zone 30. L'idée, l'intention est d'étendre cette zone 30 au chemin vert. Je pense qu'on peut le dire, même si ce n'est pas tout de suite pour demain, mais c'est la tendance, voire même l'avenue Reller qui pourrait être à un moment donné en zone 30 et étendre ainsi ce périmètre de pacification du trafic. Vélo, piéton, c'est aussi un quartier qui est très favorable à la mobilité douce. On est tout proche de la gare, de l'interface de transport public. On a 3 lignes de transport public qui traversent le quartier. Les îlots qui seront plus perméables et les plans d'affectation de Nestlé vont dans ce sens, permettront de rendre plus fine, plus dense le maillage pour la mobilité douce. Donc ce sont des aspects qui sont très favorables, qu'on peut mettre en évidence. Peut-être préciser pour le chemin vert, en tout cas la perspective de la zone 30, c'est plutôt surtout a priori sur l'avenue Reller. Sur le chemin vert, on ne peut pas l'exclure, mais de toute façon, ça devra se faire en concertation avec les communes voisines, sachant que c'est quand même un axe qui permet d'éviter le centre et que les gens qui montent en direction des Hauts utilisent passablement cet axe. Alors voir si, en particulier, si le collège Gilhamon était réalisé, qu'on ait une zone 30 dans le secteur Creuset, ça me paraît prioritaire. Après, chemin vert, c'est quand même, je mettrai un petit point d'interrogation quand même. Pour le moment, en tout cas à court ou moyen terme. Il y a une question qui concerne plutôt au fond Plon-Dessous, quand on parle du quai Ernest en Sermet, à ne pas confondre avec Gustave Doré. C'est une question qui devrait être traitée dans le cadre du plan d'affectation, du secteur Plon-Dessous. De manière générale, oui, on va dans cette direction-là, mais enfin voilà, on doit aussi tenir compte des besoins qui existent aujourd'hui en matière de parkage. C'est une réflexion qui devra se faire dans le cadre de l'étude de ce secteur-là. Les accès au lac, oui, alors les accès au lac de manière générale, en particulier, je dirais il y a quelques endroits où on pense pouvoir améliorer les accès au lac, mais c'est dans le secteur, je dirais plutôt des parcs d'Auray, Rivage, etc. Il peut y avoir il y aura notamment, il y a un projet d'animation dans le secteur. Ça s'appelle La Passagère, c'est un projet à but culturel qui va se faire donc dans le secteur gendarmerie, là c'est au Ernest en Sermet. Il faut que les Veuvaisans, effectivement, les autorités aussi doivent se tourner en direction du lac. C'est un reproche qu'on a depuis plusieurs décennies, en disant qu'on a un outil absolument extraordinaire. On l'a vu d'ailleurs l'été passé avec le projet Dolce Riviera qui a été mis au point par les hôteliers et restaurateurs, qui a eu énormément de succès. Effectivement, on doit se tourner vers le lac. Il y a un projet, je crois, dans les tuyaux de sport et jeunesse de réaliser aussi un accès handicapé pour personnes à mobilité réduite pour l'accès au lac. Ah, voilà. Puis pour ce qui est de Nestlé, alors ça, je ne rentrerai pas sur ce terrain-là. Voilà, alors Nestlé va plus utiliser en fait sa pelouse, sa prairie, mais en fait pour la mettre à disposition des collaborateurs, c'était un des objectifs aussi de la rénovation du bâtiment B, de créer des nouveaux accès en fait dans le parc pour pouvoir transiter entre le restaurant et les différents bâtiments administratifs. Et puis il y aura beaucoup d'utilisatrices bientôt parce qu'on va remettre les 5 ruches qui étaient en fait dans le parc qu'on avait enlevé le temps des travaux. Voilà. Il y a une question concernant l'augmentation escomptée de trafic à la rue de Fribourg, à hauteur de la place Robin. Effectivement, dans notre... On va partager une carte en... Volontiers. Pour mieux illustrer. Voilà. Donc je pense que la personne qui pose cette question se réfère à ces 6% qui sont indiqués au droit de la place Robin sur la rue de Fribourg. Il faut juste préciser qu'effectivement, si on a 6% et partout ailleurs, on a plutôt du 2-3%, voire moins, c'est parce qu'à la rue de Fribourg, actuellement, les charges sont très faibles. On a 1240 véhicules par jour.
et qu'avec une petite augmentation, avec quelques voitures de plus, l'augmentation relative est effectivement de 6%, parce qu'on passe de 1340 à 1310. À la rue de Fribourg, on a des charges de trafic qui sont nettement plus faibles qu'à l'avenue Reller, par exemple, ou qu'au chemin vert. Donc ces chiffres-là, d'abord, ce sont des taux d'accroissement faibles en eux-mêmes, mais ils s'expliquent aussi par le fait que le trafic est déjà aujourd'hui très faible dans ce quartier. Voilà. Est-ce qu'il y aurait un aspect du projet qu'on n'aurait pas abordé? La mobilité douce, peut-être. Ah oui, le nombre de places de roue, ça on l'a peut-être pas dit, parce que c'est très important. Ouais. Alors, effectivement, aujourd'hui, la tendance, c'est plus que la tendance, c'est une obligation imposée par le canton. Autant on dimensionne le nombre de places de parc pour les voitures de façon assez stricte, autant on doit aujourd'hui être très généreux pour ce qui concerne les places vélo. Et effectivement, si on prend le nombre de places prévues, on a à peu près, pour le plan de quartier, pour le plan d'affectation avenue Reller, 250 places de vélo nécessaires, et pour le plan d'affectation rue de Fribourg, 600 places de parc pour les vélos. Donc ce sont des quantités extrêmement importantes qui sont prévues, et les espaces sont déjà prévus dans le plan d'affectation pour pouvoir accueillir ces places de stationnement. Elles doivent aussi être bien localisées, pas au fond d'un garage souterrain après une rampe très inclinée, mais être plutôt de plein pied, plutôt au niveau du rez-de-chaussée, plutôt proche des entrées des bâtiments. Et ce sont aujourd'hui des obligations réglementaires qu'on doit satisfaire. Monsieur Daragaou, c'est pour vous. La suivante, ou peut-être pour la ville, c'est plus une question de cohabitation que de nombre. Deux roues et voitures. La cohabitation des deux roues et voitures. Voilà, je pense que cette préoccupation va tout à fait dans le sens de ce que la municipalité cherche, ou la ville cherche à mettre en place, en supprimant en fait un certain nombre de véhicules en voirie, pour justement requalifier cet espace pour la mobilité douce et du coup faire de la place aux piétons, aux vélos. Effectivement, avec le quartier de Plan-Dessus en zone 30, et qui sait, peut-être en quelques années en zone de rencontre, avec ce maillage des rues tellement caractéristique de Plan-Dessus, les vitesses finissent par être très faibles parce que toutes les quelques dizaines de mètres, on doit ralentir pour céder une priorité à droite. Donc c'est un quartier qui est déjà très sécuritaire en termes de vitesse. La cohabitation entre voitures et deux roues est déjà assez favorable. On ne pourra que l'améliorer effectivement en requalifiant les espaces publics le long de ces rues et peut-être à terme en faisant un pas supplémentaire et passer à une zone de rencontre, au moins au cœur du quartier. Par exemple, la place Robin, qui est vraiment le cœur social, identitaire de ce quartier, d'avoir une zone qui serait plus à vocation piétonne, en tout cas zone de rencontre, qui serait encore plus favorable pour les deux roues non motorisées et pour les piétons. Tout à fait. En complément, peut-être, effectivement, cela a été déjà dit à plusieurs moments de cette présentation, de ces questions, mais je pense que c'est important d'insister sur le fait que les projets tels que mis à l'enquête publique actuellement vont accueillir des places de parc publiques, et parce qu'on constate effectivement un trafic de recherche de places très important dans le cadre de ce quartier. Et l'idée, c'est de pouvoir centraliser en périphérie du quartier des parkings de stationnement en souterrain, et pouvoir libérer le cœur du quartier de ce trafic de recherche de places, et aussi en faveur des mobilités douces, vélo, on en a parlé, piétons. Donc on est dans le cadre vraiment d'un réaménagement, d'une valorisation des espaces publics en faveur de la mobilité douce. Et ces deux projets y participent à plus d'un titre.
Peut-être un point aussi à soulever, c'est... C'est très intéressant cette question, parce que c'est une question qu'on pose souvent. Est-ce qu'on améliore la situation, la sécurité, la convivialité si on a des rues à sens unique? La réponse est plutôt non, parce que si vous avez des rues à sens unique, les automobilistes auront tendance à rouler plus vite, parce qu'il n'y a pas le risque de croiser une voiture qui vient en face. Il n'y a pas non plus la nécessité de ralentir pour mieux négocier un croisement dans une rue qui est plutôt étroite. Donc des rues à double sens sont plutôt très favorables, et on les considère comme très favorables pour la sécurité, pour l'apaisement des circulations dans un quartier, et pour la mixité entre voitures et deux roues. Quand on sera sorti de la période de pandémie, si vous baladez, vous allez en Toscane, vous allez à Montecatini Terme, et puis là, je vous promets, c'est le labyrinthe de Viona à côté, c'est la rigolade, parce qu'il y a des sens interdits dans tous les coins, et donc il faut... Moi, je me rappelle avoir passé une demi-heure pour faire un trajet de quelques centaines de mètres dans un secteur pour regagner un coin du quartier. Enfin, c'est intéressant de voir aussi les conséquences que peuvent avoir les sens interdits. Alors évidemment, à l'échelle de Plan-Dessus, c'est peut-être pas comparable, mais Montecatini Terme, c'est quand même 20 000 habitants, donc c'est la dimension de la ville de Vevey. Et donc, attention avec ça aussi, au-delà de la problématique qu'a soulevée M. Argao, c'est à un moment donné, ça devient compliqué pour les gens qui sont de passage, quoi. Peut-être ce qu'on peut encore dire, c'est que Nestlé ici est précurseur avec ses deux premiers projets pour cette idée de supprimer des places en voirie et les passer en souterrain, mais il pourrait y avoir, ou il y aura d'autres projets qui se situent aussi plutôt sur la périphérie, si on pense aux retraites populaires ou à d'autres projets. Et à terme, tout cela va en fait diminuer le trafic dans le cœur de l'îlot, parce que diminuer aussi le nombre de voitures. Donc l'ensemble en fait de ces projets vont progressivement contribuer à l'amélioration de la qualité de vie encore plus qu'aujourd'hui. Oui, je peux compléter effectivement ce que dit M. Baumann. Parce que M. Baumann s'est rendu compte dans le cadre de ce travail d'élaboration du plan d'affectation que, comme je l'ai dit tout à l'heure, il y a eu un gros travail de coordination avec l'autre plan d'affectation qui occupe tout le territoire, tout ce cadran qui est situé au-dessus des voies CFF et à l'ouest de la Veuvez. Et il y a une réelle coordination, et on a prévu tout un secteur où il y aura du parking mutualisé qui se situe en périphérie du quartier. Donc ce qui a été appliqué dans le cadre des plans d'affectation Nestec s'applique également sur une autre partie du quartier. Donc c'est vrai que c'est un effet, on espère un effet boule de neige avec ces deux planifications exemplaires, et on espère reproduire l'exemple sur d'autres secteurs de ce quartier. Monsieur Giraud avait peut-être une remarque par rapport à ces éléments. Oui, ouais, je voulais simplement faire... D'abord, c'est un sujet extrêmement délicat. Parce que voilà, beaucoup de gens qui ont une voiture souhaitent pouvoir accéder chez eux, hein, légitimement. Ils le font, on le fait tous à certains moments. Et puis, voilà, il faut que ça roule, hein, comme on dit. Mais ça peut rouler tout aussi vite et bien à des vitesses inférieures. Et le problème qu'on a finalement dans les quartiers comme celui de Plan-Dessus, qui est un quartier éminemment urbain, en fait éminemment habité, c'est qu'il y a encore aujourd'hui un différentiel de vitesse entre les voitures et les piétons. Et si les voitures réduisent encore un peu la vitesse, qu'on a une vraie zone 20 ou même 15, hein, j'entends, à ce moment-là, il n'y a plus vraiment de problème, parce que les vitesses sont compatibles. Je me souviens avoir fait cette expérience à Berthoud, qui est une ville très très connue, Burgdorf, pour ça, qui est une Flanierzone, où les voitures roulent au pas, hein, et puis si on est piéton devant, bon ben voilà, tout le monde avance tranquillement, et ça ne pose pas de problème dans ce genre d'environnement de configuration. Donc vouloir faire des circuits où on passe, hein, on peut passer confortablement en voiture à fond, c'est parfois un peu contre-productif, mais pas toujours. Hein. Ici, à Plan-Dessus, ça mérite réflexion. Puis je dirais que ce dont parle Monsieur Kane, hein, à l'échelle du quartier, c'est-à-dire répartir les stationnements mieux, mais pas de manière volontariste, mais quand même mieux en périphérie, donc au centre, pour dégager le centre, c'est la même réflexion qu'on fait à l'échelle de la ville de Vevey dans le concept directeur. Donc voilà, c'est simplement pour préciser qu'il y a une continuité de pensée et je dirais une politique qui n'est pas... comment dire, mono-orienté. Enfin, on a bien compris le problème de tout le monde. Ah oui, il y a une question sur le coût des passes de parcs souterraines. Alors ça, c'est pas si on a des chiffres pour nous, parce qu'il faut distinguer deux choses. Il y a les places de parcs qui seront destinées aux habitants qui vont louer ces places,
Et puis, les places de parc, les 70 qui seront à disposition de la commune, ça c'est un coût qui sera identique à celui qu'on a sur le domaine public, à savoir est-ce que ce sera pour des gens qui ont des macarons, peut-être, hein, je veux dire, on ne peut pas l'exclure, ça me paraît une piste intéressante, puisque effectivement il y a une demande en termes de macarons. Maintenant, c'est vrai qu'en principe, ça se discute, parce qu'en principe, les macarons, c'est réservé pour les places de parc en surface. Donc évidemment, si on se met à donner des macarons à des gens en parking souterrain, alors que le propriétaire voudra les louer à un prix évidemment plus supérieur au prix macaron, mais voilà, ce serait pour des habitants, peut-être, c'est plutôt pour du parquage où il y a du mouvement, hein, on est plutôt parti dans cette idée-là. Donc, mais c'est vrai que c'est une question qui est peut-être un peu prématurée, mais merci de l'avoir posée, parce que c'est vrai qu'on devra à terme se poser cette question-là. Maintenant, les choses évoluent aussi très vite, et ce qu'on pourrait vous dire aujourd'hui sera peut-être pas valable dans 2 ans. Mais il faut que ce soit évidemment un prix plus ou moins conforme à ce qu'il y a dans le secteur. Peut-être pour compléter, si la question était par rapport aux places qui seront réalisées pour des projets futurs voisins, donc tels que l'Avenir par exemple, là en fait dans la convention on a déjà réglé le problème. En fait ces places seront vendues à prix coûtant. Il y aura une convention qui sera établie avec les projets voisins, que ce soit pour l'Avenir, que ce soit pour ces places aujourd'hui qui sont à l'angle, la rue des Tilleuls, et puis c'est la rue... Bref, à l'angle, en fait, on va dire nord-ouest de la place Robin, il y a tout un cœur d'îlot qui aujourd'hui est monopolisé en fait par des voitures, un parking en surface et un parking en fait en garage. Et là, en fait, le projet de plan dessus permet de pouvoir supprimer ces places, de rendre en fait un cœur d'îlot végétal et de pouvoir transférer ces places. Donc ça, c'est un accord entre en fait propriétaires, et les places seront vendues en fait à prix coûtant. On enchaîne sur la question suivante de comment en fait tous ces accords que Nestlé en fait a définis et signés avec la commune seront transmis aux futurs porteurs du projet. Et tout simplement, la convention qu'on a signée en fait est impérative, en fait doit être accessible en fait aux nouveaux propriétaires. Et c'est ça, d'une partie pour ce qui concerne les points réglés par la convention seront donc transmises automatiquement. Et puis pour ce qui concerne par exemple ces longueurs de façade, cette diversité, ça c'est vraiment des points qui sont réglés directement aujourd'hui dans les documents du plan d'affectation qui sont contraignants indépendamment du propriétaire. Oui, il y a les questions légales. Alors celle-ci, c'est à la police des constructions, la commune a fait respecter effectivement les engagements enfin pas les engagements qui sont pris, mais les contraintes légales. Et ça, on a réussi à le faire aussi dans le cadre des moulins. Mais c'est vrai que dans le cadre des moulins de la Veuvez, on n'avait pas de convention. Ça a été à un moment donné une lutte pour obtenir un certain nombre d'engagements qui avaient été pris. Voilà. Après, il faut aussi dire que la négociation avec les moulins de la Veuvez et l'exigence n'étaient pas les mêmes. Je veux dire, il s'est passé un nombre d'années important. Il y a eu l'échec de la cour marchandise dont on a tiré les enseignements, et forcément qu'on a des exigences aujourd'hui vis-à-vis des constructeurs qui sont plus les mêmes qu'à l'époque. C'était le cas au Moulin. Voilà. Oui, j'ai une petite remarque à faire au sujet de cette continuité de la réflexion dans l'aménagement des espaces extérieurs. Dans la Convention est précisément stipulé que la ville sera intéressée à l'aménagement de l'allée centrale, de la parcelle 331 et de la tête nord. Et puis bon, il y a des plantations qui sont prévues sur chemin vert. Donc voilà, il est stipulé dans cette convention que les services de la ville auront leur rôle à jouer au moment de la mise en œuvre, enfin, des projets eux-mêmes, et puis finalement de la réalisation, sachant que la ville s'occupera vraisemblablement d'une partie de l'entretien. Donc voilà, elle est intéressée, et puis le propriétaire est aussi intéressé, comme c'est souvent le cas, à faire entretenir disons, les parties extérieures par la ville. C'est plus logique. Alors, la durée des travaux. C'est un petit peu prématuré pour en parler, mais c'est clair que le projet de plan dessus, c'est quand même un gros projet, donc je pense que c'est à moins de 2 ans, ce serait très ambitieux. Maintenant, de nouveau, à voir en fonction des méthodes constructives mises en place, si on part... il y aura une partie probablement en construction au saturbois, sur les étages peut-être supérieurs. Ça, ce sont des éléments qui peuvent clairement raccourcir en fait
non seulement la durée, mais aussi les nuisances. Mais il faut quand même réaliser que ce sont des gros projets, en particulier celui de la parcelle Klausfelder. Le réaménagement du chemin vert, oui, ça c'est, j'ai envie de dire, c'est main de croix. La difficulté chemin vert, c'est qu'il est partagé entre deux communes, la commune Vevey et la commune de Coursiers, donc il faut que les deux communes s'entendent. Il y a des rafistolages qui ont été faits qui permettent aux usagers du bus principalement d'arriver à tenir debout, parfois à peine, j'avoue, puisque je suis un utilisateur de cette ligne, mais voilà, c'est sûr que c'est un projet aussi qui est dans les tuyaux de la direction de l'architecture et des infrastructures. Je ne peux pas dire que ça se fera simultanément, voilà, c'est une question qu'il faudrait qu'on puisse poser aux services concernés, de savoir à quelle échéance, mais je pense que c'est quand même quelques années, puisque ce rafistolage date d'il y a 2-3 ans, me semble-t-il, quoi. La convention, est-ce qu'elle est publique et consultable? Alors, je pense qu'elle sera fournie au conseil communal au moment où il devra se prononcer sur les plans de quartier, mais avant, je ne sais pas à quel point elle est publique. On avait abordé la question. En fait, rien n'est secret dans les accords qu'on a définis. D'ailleurs, elle va être inscrite comme charge au registre foncier. Donc, c'est clair qu'elle est assez technique. Elle va beaucoup dans le détail. Donc, c'était pas possible, en fait, dans le cadre de la petite vidéo, de parler de tous les détails. Mais quelqu'un qui serait intéressé peut certainement, en fait, l'obtenir via l'urbanisme, en toute transparence. Et puis, ça répond aussi quelque part à la question suivante. On en a déjà parlé. La ville investira si des logements à loyer modéré, en fait, sont créés sous forme d'aide à la pierre avec le canton. Mais à part ça, en fait, ce sont des projets privés où il n'y a pas... vous me corrigez, M. Christen, mais j'imagine pas qu'il y ait une... Je crois qu'il y a juste la question de l'entretien de l'allée dont on a parlé avant, puisqu'à un moment donné, on avait des exigences par rapport à ça. Donc... comme avait coutume de dire l'ancien service d'urbanisme, vous plantez les arbres et on ramasse les feuilles. Voilà, c'est ça. Mais il n'y a pas d'investissement, même pour les places de parc qui seront cédées. En fait, c'est pas la ville qui investit, c'est le propriétaire qui investit et qui les remet après à la ville. D'ailleurs, ce modèle d'entretien, de l'investissement, la réalisation est faite par le propriétaire et l'entretien se fait par la commune. On a le cas de figure le long de la Veuvez, dans le cadre du projet Moulin de la Veuvez, c'est ce qui s'est passé. C'est l'espace public qui fait l'entretien. C'est le partenariat public-privé. Voilà, à ma connaissance, c'est le seul coût qui est à charge de la collectivité, c'est l'entretien sur un secteur défini et qui fait partie de la négociation. C'est intéressant, vraiment, on a eu toutes les questions. Là. Je suis impressionné. Hein. Merci en tout cas à tous ceux qui ont participé pour le moment. On est encore à disposition. Mais... Peut-être un petit point sur la procédure. La procédure, oui. Voilà, donc vous êtes dans le cadre, on est dans une période d'enquête publique. Donc les projets vont être en enquête publique pendant 30 jours. Ensuite, les services communaux vont traiter les oppositions. Ils vont recevoir éventuellement certains opposants avec le propriétaire, c'est d'écouter les différentes doléances des opposants. C'est ce qu'on appelle des séances de conciliation. Ensuite, les services vont établir un préavis au conseil communal dans lequel on proposera l'adoption du plan d'affectation, de 2 plans d'affectation. Si tout se passe bien, l'adoption du conseil communal donc devrait se faire fin d'année, octobre-décembre 2021. C'est ce qu'on a prévu dans le calendrier. L'étape finale, ça sera l'approbation de la part du canton, de la chef de département, du DIT, département du territoire, qui devrait avoir lieu autour du premier semestre 2022. Et c'est vrai qu'à partir de ce moment-là, on pourra savoir s'il y a des recours et on pourra à peu près savoir à quel moment les documents seront mis en vigueur. Mis en vigueur, c'est-à-dire les moments où les recours seront épuisés et qu'il n'y aura plus de recours sur
sur ces plans d'affectation. La suite, c'est effectivement un permis de construire, parce que voilà, il y a encore une procédure supplémentaire, hein, ça c'est bon de le rappeler, c'est qu'effectivement, pour pouvoir construire, il y aura un permis de construire qui devra respecter des règles de construction qui sont mises en enquête publique aujourd'hui. Mais cette procédure, elle est aussi, c'est une procédure dans laquelle vous pouvez aussi participer dans le cadre d'une enquête publique. Il y aura aussi des discussions, des négociations entre les différents partenaires. Et donc, et après, voilà, c'est les constructions, les travaux. Voilà, en très peu de temps, la procédure. La question suivante, c'est la question qui concerne la plus-value économique pour les partenaires privés du projet. Bon, comme vous pouvez l'imaginer, ça dépend énormément de la valeur à laquelle Nestlé a acheté en fait ces parcelles ou ces immeubles à l'époque. Donc la situation peut être différente selon les parcelles, mais je pense que la question qu'il faut se poser, c'est pour Nestlé, en fait, c'est de ne pas thésauriser du terrain ou des parcelles dont on n'a plus visiblement l'utilité, et en fait de pouvoir redonner vie à ces parcelles, comme l'expliquait M. Christen, pour éviter que ça devienne des friches. Bien sûr que ces deux parcelles sont valorisées via les plans d'affectation, mais il y a aussi, en fait, dans le cadre de la négociation, cet aspect qui a été pris en compte pour dire, voilà, le propriétaire va en fait pouvoir valoriser ses parcelles. En contrepartie, il cède en fait un certain nombre de contreparties à la ville. Maintenant, il faut plutôt voir, l'ensemble en fait du patrimoine de Nestlé, du patrimoine immobilier de Nestlé sur la Riviera, comme on a discuté, comme on en a parlé avant, donc entre Ondeville et Bergère. Et puis, avec le Nest encore, le site historique de la production de la farine lactée, Nestlé a investi, en fait, ces 20 dernières années, plus de 500 millions dans ces différents bâtiments. Donc, je dirais, la vente de ces parcelles ne sera qu'une petite fraction, une marge, en fait, qu'elle pourra récupérer, en fait, dans le cadre de ces investissements, qui aussi, je tiens à le rappeler, en fait, sont faits vraiment de manière vraiment responsable par rapport à l'activité économique. Sur ces grands projets de construction et de rénovation, on cherche toujours en fait à travailler d'abord avec des entreprises locales, lorsque ce n'est pas possible, régionales et suisses. Les constructions que vous avez vues pousser ou les rénovations en fait sont à 100%, en fait, ont été à 100% faites avec des entreprises suisses. Donc on se fait aussi une fierté par rapport à ce point-là. Et même quand on a des très gros contrats sur du béton et peut-être qu'une entreprise locale n'est pas capable en fait d'y répondre parce que c'est trop gros, on s'arrange toujours en fait pour créer des lots, subdiviser des lots pour des installations de chantier, pour des travaux de démolition, des travaux de palissade, pour que malgré le fait qu'on va aller chercher un gros qui est peut-être un petit peu plus loin du côté de Lausanne, on puisse quand même en fait garder des travaux en fait dans la région. Et ce qui est aussi le cas de tous les travaux d'entretien, les petits travaux qu'on fait constamment en fait sur ces bâtiments. Donc voilà, il y a une contribution claire à l'économie locale et régionale. Et puis, c'est clair que cette vente de ces deux parcelles sera bienvenue aussi pour Nestlé. Mais de nouveau, si on remet ça dans la magnitude et le cadre des importants investissements consentis ces dernières années, c'est vraiment à la marge. Encore une question à la friche au collège. Je pense que ça sous-entend, est-ce qu'on la commune aurait dû racheter cette parcelle ou une de ces parcelles pour y construire le collège? Je pense que c'est ça la question. La ville estime qu'elle a toujours souhaité construire ce collège sur une parcelle dont elle est propriétaire, à savoir à Gilamont, dans le secteur Copé, terme Copé 3. Voilà, maintenant ce projet est un petit peu mis en suspens. La nouvelle municipalité devra se déterminer sur l'orientation qu'elle prend, mais on part plutôt dans la direction d'une densification de l'existant. Maintenant, il y a une problématique dont il faut tenir compte par rapport à ce collège, qui est la nécessité, le vif souhait d'avoir une salle triple de gymnastique, puisqu'aujourd'hui, suivant l'ampleur des manifestations, les sociétés sont obligées d'aller à Puydou. Mais bon, voilà, c'est quand même pas non plus le bout du monde. Mais c'est vrai que la salle de Puydou est assez chère en location, donc ça peut être problématique pour les sociétés locales, mais qui sont soutenues quand même par la ville. Voilà, ça devrait être réexaminé pour voir si vraiment cette salle triple est indispensable, si on ne peut pas imaginer quelque chose de différent, sachant que ça permettrait aussi, il
faut pas l'oublier, que si on ne construisait pas le collège sur ce terrain-là, de conserver un terrain de sport, ce qui est une denrée assez rare sur le territoire communal. Donc c'est une nouvelle pesée d'intérêt que va devoir faire la nouvelle municipalité. Et ce que fait l'actuel, en tout cas, c'est de mettre à disposition, de préparer les outils d'appréciation pour que ce choix soit fait là. La municipalité actuelle elle souhaite avancer, mais pas prendre des options qui prétériteraient. On est à un moment charnière, et donc c'est évidemment un peu délicat, compte tenu de la situation. Alors, là, c'est des remerciements, ça fait toujours plaisir, merci. À qui doit-on s'adresser en cas d'opposition? Si vous voulez faire opposition, il faut le faire, ou remarque, je veux dire, ça peut aussi être des remarques, il faut le faire... Des compliments aussi. À la direction de l'urbanisme, à la rue Saint-Plon. C'est sur rendez-vous, comment ça se passe Alors, effectivement, je vais préciser la chose. Effectivement, il y a deux manières de faire l'opposition. C'est recommandé, vous faites un courrier recommandé adressé à la municipalité, en adressant bien à quoi vous faites opposition. Ensuite, la deuxième partie, c'est vous pouvez aussi venir dans les bureaux de la direction de l'urbanisme. Alors, on est ouvert au public le matin et sur rendez-vous l'après-midi. Et puis là, à la rigueur, vous pouvez consulter les plans en papier et puis les documents en papier. Et puis vous pouvez écrire sur une feuille libre les raisons de votre opposition. Et puis on peut aussi rappeler que tous les documents peuvent être consultés sur Internet. Et peut-être là, une précision, si vous avez d'autres questions qui vous reviennent plus tard, ou une demande de rendez-vous, on vous mettra en ligne l'adresse mail, c'est urbanisme@vevey.ch, dans lequel vous posez vos questions, vous mettez votre contact et on vous rappellera pour vous répondre. Ou alors vous prenez rendez-vous et puis là, à ce moment-là, on déploiera les plans ensemble pour regarder et vous répondre cas échéant. Il semblerait qu'on a fait un peu le tour. Je crois que s'il n'y a pas beaucoup de questions restantes, il faudrait inviter le public à poser encore la question qu'il a présente à l'esprit, puis ensuite on va boucler. On n'est pas obligé d'aller jusqu'à 21h. On n'est pas obligé d'aller jusqu'à 21h, mais voilà, donc, on laisse quand même un petit temps de réflexion. Voilà, on laisse un temps de réflexion, allez 5 minutes. Allez, 5 minutes, voilà. Et puis on revient pour répondre à vos dernières questions. Il y a quelqu'un qui est en train d'écrire, là. Ah. Il y a quelqu'un qui écrit? Oui. Je vois pas. Alors pour meubler un petit peu, la vidéo que vous avez vue aujourd'hui, elle est donc disponible en ligne. Le contexte, une autre capsule vidéo qui est également en ligne. Le contexte qu'a rappelé M. Christen tout à l'heure. On a aussi fait une petite animation pour vous expliquer le contexte dans lequel s'inscrivent ces deux plans d'affectation. Donc il y a aussi deux vidéos, ainsi qu'un descriptif assez exhaustif des documents sur vevey-demain.ch, le site sur lequel vous êtes actuellement dans le cadre de ce forum. Donc, maximum d'informations disponibles, des vidéos explicatives et pédagogiques pour vous expliquer les enjeux de ces dossiers et le contexte. Donc voilà, tout est disponible sur ce site, et puis on est vraiment à disposition pour répondre à vos différentes questions, comme je l'ai dit, sur le mail de l'urbanisme@vevey.ch. Alors, quel droit bâtir supplémentaire par rapport au droit actuel? Est-ce qu'on peut faire une comparaison? Si Gilles, est-ce que tu as ces Mais détails? peut-être que M. Ricli, ce serait intéressant d'expliquer la logique en fait qui a été appliquée pour se baser sur la typologie du quartier, sur la morphologie du quartier. Comment est-ce qu'on est arrivé aujourd'hui aux projets qui sont présentés? Oui, et disons de prendre un raisonnement sur les droits bâtir actuels,
ça paraît un peu compliqué, on les connaît, mais disons que la ville de Vevey a mis en place un processus de réflexion sur la totalité du territoire bâti, avec une production de plans par cadran, et au fond a été identifié des secteurs des secteurs d'urbanisme sur ces différents cadrans et des règles. Donc il y a une règle qui est mise en place, on va pas dire la planification au niveau supérieur, mais la planification cadre qui est celle du cadran. Et au fond, il y a des règles qui sont mises en place en fonction de la forme de la parcelle. Est-ce que c'est une parcelle simple? Est-ce que c'est une parcelle d'angle? Avec des règles de gabarit. Et au fond, ce qui paraît plus pertinent dans le raisonnement, c'est est-ce que par rapport aux règles qui sont mises en place actuellement sur l'ensemble du territoire communal, par cadran et par type de secteur, est-ce que au fond cette partie-là est traitée différemment? Non. Notre point de départ, et c'est ça qui est important, notre point de départ, c'est les règles qui sont émises par la planification communale pour le cadran nord-ouest. Et c'est ces règles-là qui sont appliquées dans les deux secteurs 272 et 331. Donc Nestlé n'est pas traité différemment, est traité de la même manière dans une réflexion d'urbanisme globale. Ce qui est particulier à ce projet-là, mais c'est particulier à tous les projets qui seraient mis en place sur Vevey, c'est qu'il y a ce mécanisme au fond, dans la mesure où un projet contribue d'une manière ou d'une autre à une plus-value pour l'ensemble de la collectivité publique, il bénéficie de bonus. On a parlé de bonus énergétiques, de bonus par rapport à, par exemple, à la création de places de parcs publics, et il y a ce mécanisme-là de contribution à la cause, à l'affaire publique, et cet avantage qu'a un propriétaire. Donc à la fois, ces deux parcelles sont traitées dans les règles communes, c'est les mêmes règles qu'ailleurs, et puis en fonction de la contribution de Nestlé au bien public, à l'intérêt public, il y a cette notion de bonus. Donc voilà, je crois que c'est ça qui est important. Je pense que si on commence à réfléchir à qu'est-ce qui était le plan dessus en 2000, en 2010, moi je peux le faire, mais je ne pense pas que c'est le sujet. Non, mais c'est très difficile également parce que ce plan dessus a vraiment évolué via une multitude de plans de quartier. Donc aujourd'hui, pour retrouver l'état d'origine, c'est très difficile, mais ce qui est important de préciser ici, c'est qu'il y a vraiment cette règle qui a été définie par rapport à une profondeur de bâtiment, d'îlot couronne, et puis un certain nombre d'étages. Et c'est ça, en fait, le point de départ qui a donné, en fait, aujourd'hui les projets que vous voyez, mais il n'y avait pas, en fait, un indice visé ou un indice absolu qui disait qu'on avait le droit à 2, 3, 10 US. C'est pas comme ça, en fait, que ces projets ont été développés. Monsieur Giraud, ouais. Oui, moi, je voulais juste faire une précision, parce que Monsieur Rickli a dit qu'il y a des règles générales et un bonus. Mais en fait, le bonus, il est dans les règles générales. C'est-à-dire que toute la planification du plan d'affectation nord-ouest, qui est plus grand, englobant, mais qui ne comprend pas ces deux plans d'affectation aussi, qui étaient partis plus tôt, enfin bon, voilà, des questions contingentes, définit ces règles de contrepartie et de bonus. Voilà, bonus, c'est le canton qui nous l'impose. Hein, c'est l'article 97 de l'ATC, sauf erreur. Et donc, ce bonus de 5% pour les mesures énergétiques, bon, voilà, il est donné par le canton. Mais les 10 ou 15% qu'on donne en plus pour les contreparties utiles à la collectivité publique, ça, c'est valable pour l'ensemble. C'est en ça que vous avez raison, c'est tout à fait coordonné, mais ça ne vient pas en plus. Hein. On n'a pas coordonné le reste et puis amené ça en plus. On coordonne cette vision complète. Donc ça viendra aussi. C'est la même règle qui vaut dans le plan d'affectation nord-ouest. Oui, je crois que c'est un élément, ça n'a peut-être pas été dit suffisamment depuis le début. Il y a cette planification, il y a ce concept d'aménagement mis en place pour la totalité de la commune. Il y a ce plan cadran ouest qui est étudié, qui est en cours d'élaboration ou de finalisation. Et puis on a ces deux parcelles, 272 et 331, qui sont un peu un laboratoire. Au fond, on a expérimenté les règles mises en place pour le cadran, les règles morphologiques, mais aussi les règles de rapport entre collectivités et propriétaires.
je dirais, pour vous répondre, moi j'embête un peu le caméraman, mais pour vous répondre, on a aussi utilisé l'îlot de l'avenir comme laboratoire, et puis les retraites populaires au Moulin, et puis les balades urbaines nombreuses qu'on a fait. On a beaucoup réfléchi en fin de compte pour réaliser ces plans de quartier et coordonner tout cela avec le reste. Donc effectivement, on a utilisé, et les autres propriétaires qui nous écoutent, je peux leur dire, on a vraiment beaucoup profité du cogito de tous les maîtres d'ouvrage et de tous les architectes qui ont travaillé avec nous pendant ces 3 ans, pour arriver à définir des formes urbaines qui correspondent à peu de choses près à ce qu'on a aujourd'hui, mais surtout pour arriver à définir ce que nous, on veut comme collectivité, c'est-à-dire retirer comme bénéfice de tout ça. On reproduit un peu la même forme, mais on peut mettre du coup des équipements publics, obtenir des places de stationnement qui nous permettent de désencombrer l'espace public. Enfin voilà, on associe densité, quand même, mine de rien, puisqu'on complète des îlots qui étaient pour l'instant encore un peu disparates, et qualité. Voilà, c'est la manière dont on associe ces deux valeurs. Alors, est-ce que la séance sera mise en ligne? Oui, je pense qu'on peut le faire, ouais, ça me paraît logique. Merci pour les compliments sur le son et l'image. On peut permettre de remercier notre prestataire de service, voilà, qui a fait un bon travail. Merci. On peut leur laisser encore 5 minutes, puisqu'il est... Oui, on peut boire un verre d'eau, parce qu'il fait chaud, voilà. Mine de rien. Merci, messieurs. On revient dans 5 minutes, si ça vous va. Oui. On attend encore 1 ou 2 questions. On laisse aux gens le temps de réfléchir, et puis nous, on va se rafraîchir pour l'instant. Il fait chaud sous les masques. À tout de suite. On se retrouve à -20.
Voilà, on est de retour après une petite pause de rafraîchissement de 5 minutes. Je ne sais pas s'il y a encore une dernière question, si quelqu'un est en ligne, qui se manifeste assez vite. Sinon, je vais en profiter pour remercier toutes celles et ceux qui ont participé, qui ont posé des questions. Ça a été très riche en échange. On est content de l'exercice. Remercier M. Grosjean, direction d'urbanisme, parmi les collaborateurs, M. Kane, chef du service d'urbanisme, M. Baumann de Nestec, M. Ricli, et puis M. Daragao, et M. Assal qui était en coulisses, et puis toute l'équipe technique aussi. Voilà. Je vous remercie beaucoup et je vous souhaite à toutes et à tous une très belle soirée. Merci à tous. Au revoir.